Bonjour, bonjour. Donc vous avez vu, ça rigole pas, hein. J'ai la visière, j'ai le masque FPP2, j'ai un masque en toile par-dessus. Ça rigole pas parce que tout simplement, au Pérou, ça rigole pas du tout. Les personnes respectent à la ligne les consignes de sécurité, les mesures sanitaires, et notamment ils les respectent pour des raisons très simples. Notamment le fait, j'en discutais justement avec une personne hier, dont la fille d'ailleurs est péruvienne mais vit en France, est infirmière en France depuis de longues années, et donc la personne était un peu au courant de ce qui se passait en France. Elle me dit: vous êtes assez relâchés, vous les Français. On ne peut pas lui donner tort, hein. Ici il y a vraiment, comme dans tous les pays d'Amérique latine, en tout cas ceux qu'on a visités récemment, beaucoup de mesures d'hygiène, de désinfection des mains, de désinfection des sacs, des corps, des chaussures, etc. Et puis la personne nous disait, parce que je lui faisais remarquer quand même, qu'il y avait plus de contagions en France, mais au Pérou il y a plus de morts. Et elle me disait: oui, mais vous avez des lits en réanimation. Nous, on n'en a pas. Ou sinon, c'est dans de rares cliniques privées. Et ça coûte les yeux de la tête. Personne ne peut se les payer à part l'élite économique. Et quand bien même vous arrivez à vous les payer, il y a aussi des manques d'oxygène. Donc vous avez le lit, vous n'avez même pas l'oxygène. Donc personne ne veut prendre le risque de rentrer dans le cycle de la maladie, ou voire de contaminer des proches, des personnes âgées, puisque évidemment il y a une solidarité intergénérationnelle dans toute l'Amérique latine et au Pérou, et donc les anciens sont très surveillés par la génération qui suit, et notamment sont souvent à la maison. Donc pour parler de ça, mais pas que de ça, nous sommes avec quelqu'un d'exceptionnel. Nous sommes avec María Luisa Borneo. María Luisa Borneo est anthropologue à l'Institut des études péruviennes. Elle a étudié à l'EHESS à Paris. Elle parle un français remarquable, vous verrez. Et donc nous allons parler déjà du Covid, parce que c'est quand même une des choses qui préoccupe le plus les Péruviens dans cette situation préélectorale. Et puis María Luisa, Marie, moi je l'appelle Marie, est aussi spécialiste du monde rural. Donc on va voir comment la grève contre la loi agraire qui a eu lieu il y a quelques mois, avec tous les masques, là je m'y perds, a impacté la politique au Pérou, et puis on va voir les conséquences que ça peut avoir sur le déroulement de la situation préélectorale. Allez hop, c'est parti, on y va. Bonjour Marie, tu vas bien? Bonjour, oui, merci. Alors Marie, première question, le Covid, comment il impacte le Pérou? Comment il impacte aussi la situation électorale dans le pays? Oui, bon, d'abord, il faudrait dire que ici, le Covid a eu un impact socio-économique très très fort. Déjà parce que l'appareil, le système de santé publique est vraiment très très précaire. Donc, il n'était pas prêt pour une épidémie comme le Covid. Et déjà, on n'a même pas des plantes d'oxygène suffisamment qui puissent oh là ça va être un problème. C'est pas grave, c'est pas grave. Je reprends. Hein. Alors, on n'a même pas des plantes d'oxygène qui puissent produire suffisamment d'oxygène pour les patients de Covid. Donc ça d'un côté. Et de notre côté, nous on a une économie qui est 75% informelle, c'est-à-dire qu'il y a 75% des gens qui travaillent dans l'informalité. Donc dans la première quarantaine, ils ont rapidement perdu leurs revenus et leur travail. Donc il y a des millions, littéralement des millions de Péruviens qui ont perdu leur emploi. Et ça a provoqué une crise économique très très forte, et aussi il y a aussi des mouvements de migration, de retour vers les zones rurales, de beaucoup de migrants qui étaient installés dans les villes et que du coup ils sont restés sans capacité de se soutenir. Alors justement, puisque tu faisais allusion au monde rural, il y a quelques mois, il y a eu une grande grève donc contre une proposition donc de loi agraire,
Est-ce que tu peux nous rappeler d'où vient cette loi agraire et quels étaient les enjeux de cette grève? Oui, en fait, pour expliquer l'affaire de la loi agraire, il faut revenir au gouvernement de Fujimori. On doit nous situer à l'époque de la dictature, le coup d'État de 1992 et la constitution néolibérale de 1993. C'est à partir de cette constitution que le modèle économique péruvien fait un tournage vers le libre marché. Et donc, Fujimori cherche à donner une série d'avantages pour attirer l'investissement privé et aussi étranger. Et entre plusieurs secteurs comme le minier, le pétrole, il a aussi cherché à donner des avantages à les industries d'agroexportation. Et donc, il y a des nouveaux latifundios, on peut dire les néo-latifundios, qui commencent à se reconstituer dans la côte du Pérou. Et c'est à ce moment-là que le gouvernement donne une loi qui s'appelle la loi agraire, mais ce n'est pas vraiment une loi agraire, c'est une loi pour bénéficier les gros investissements agraires, pas les petites, l'agriculture familiale, pas l'agriculture à petite échelle, mais vraiment les grandes entreprises. Alors, cette loi agraire impose un régime de travail spécial, on l'appelle un régime spécial, pour permettre que ces entreprises engagent des travailleurs sans des droits sociaux et à des salaires vraiment très très bas, même au-dessous, même en bas du salaire minimum. Donc, ça d'un côté. De notre côté, la loi agraire permet que ces entreprises ne payent pas tous les impôts à l'État, c'est-à-dire qu'ils ont des avantages fiscaux et ils payent la moitié de l'impôt au revenu. Donc, cette condition et d'autres avantages ont permis, disons, que ces entreprises grandissent et s'enrichissent beaucoup, mais avec des grosses subventions de l'État péruvien et avec des grosses subventions à côte grâce à nos impôts et ayant à la base la main-d'œuvre mal payée, non, des travailleurs agraires. Donc cette loi, elle a été encore, comment on dit, elle a été proroguée, je crois, proroguée à l'année 2006 jusqu'à l'année 2021. Mais à la fin de l'année 2019, elle a été encore proroguée jusqu'à l'année 2031. Donc c'est à ce moment-là que les travailleurs agraires, ils sont vraiment arrivés à une limite et l'indignation c'était vraiment c'était trop et donc c'est à ce moment-là que commencent les manifestations contre le régime spécial agraire, contre la loi agraire. Voilà. Ça c'est un peu l'origine, les antécédents de la grève agraire. Et du coup la loi est passée ou elle est en suspens encore? La nouvelle loi, elle est passée au Congrès, c'est-à-dire, en théorie, l'ancienne loi agraire, le régime spécial, s'est changé, il y a une nouvelle loi, mais cette loi, elle n'est pas encore réglementée, comme on dit, elle n'a pas encore un règlement, donc elle ne peut pas s'appliquer. Et la nouvelle loi, elle a juste arrivé à des petits bénéfices que le travailleur agraire cherchait et à une réduction graduelle dans le délai de plusieurs années pour que les entreprises, les grandes entreprises agro-industrielles et d'agroexportation commencent à payer les impôts qu'ils doivent vraiment payer à l'État péruvien. Mais à ce moment-là, elle n'est pas applicable parce qu'on n'a pas encore avancé dans la réglementation. Donc la situation est encore, comment dire, c'est un peu incertaine. Voilà. Et le soi-disant miracle économique péruvien, qui est décrit surtout à l'étranger, résiste-t-il à la réalité du monde rural? Non, je pense que
que c'est plutôt au contraire. Ce qu'on a eu au Pérou, c'est une époque de croissance économique et grâce à un modèle primaire d'exportation primaire. Mais on n'a pas eu vraiment un développement ni une politique par exemple, de diversification productive. C'est juste une croissance qui s'est donnée à partir de l'arrivée des entreprises minières qui exploitent le pétrole à l'Amazonie, les minéraux à la montagne et les entreprises d'agroexportation à la côte. Mais en fait, cette croissance économique que peut-être a bénéficié un secteur de la population urbaine, secteur AB lié au commerce ou à certaines entreprises, mais ça ne s'est pas traduit dans une politique vraiment qui permet bénéficier à d'autres secteurs de la population. Et donc, en parlant du monde rural, là, je dis que c'est plutôt au contraire parce qu'il n'y a pas eu de la part de l'État, dans aucun gouvernement depuis Fujimori jusqu'à présent, qui donne vraiment une politique de développement pour les zones rurales. Il n'y a pas une politique vraiment qui se donne dans la pratique pour bénéficier ou pour aider la petite agriculture ou les communautés paysannes ou l'intégration des territoires ruraux. Donc vraiment tout ça, maintenant, entre guillemets, le miracle, vraiment, la pandémie par exemple nous a montré que c'était pas un vrai miracle, c'était très très faible, avec une économie informelle dans sa majorité et sans un développement de l'industrie nationale et sans investissement public dans les services les plus essentiels, dans la santé, dans l'éducation. Donc, par exemple, les enfants des communautés rurales ne peuvent pas suivre les classes, parce qu'au Pérou, on a les classes virtuelles, les classes à distance. Ils ne peuvent pas suivre les classes parce qu'il n'y a pas l'Internet, ils n'ont pas la connexion, ils n'ont pas les tablettes, ils n'ont pas les téléphones portables. Donc, vraiment, on calcule qu'il y a 300 000 enfants minimum qui ont perdu l'année scolaire et qui peut-être vont perdre aussi cette année. Est-ce que les revendications qui sont nées de la grève contre la loi agraire, est-ce qu'elles ont eu une répercussion politique dans les villes ou est-ce que c'est resté cantonné à une revendication sectorielle? Alors, je pense que la grève agraire a peut-être montré une situation que la plupart de la population dans les villes ne connaissait pas. Quelques jours, quelques médias ont couvert la manifestation, mais on ne peut pas dire que ça a une réponse, ça a une corrélation avec une réponse plus collective ou plus politique de la population ou des secteurs urbains. Non, là je ne crois pas. Je pense que ça reste en tout cas une manifestation sectorielle. Et après quelques jours, la répression ça a été très violente. Il y a eu même 2 personnes qui ont été tuées par la police. Et après ça, après quelques jours de couverture médiatique, vraiment ça a disparu complètement de les scénarios politiques et publics. Ça a disparu des médias. Et dans les villes, vraiment, les gens, ils n'en parlent plus. Seulement peut-être un petit groupe de spécialistes ou des gens qui sont vinculés au sujet rural, mais sinon, le reste de la population, c'est disparu. Alors, les élections, il y a une dynamique propre dans les villes. Ça, évidemment, pas qu'au Pérou. Qu'en est-il dans le monde rural? Quelles sont les attentes électorales des Péruviens qui vivent dans les zones rurales du pays? Alors là, pour répondre à ça, je pense qu'il faut d'abord dire que les zones rurales au Pérou sont vraiment diverses, différentes. C'est-à-dire, on ne peut pas généraliser parce qu'il y a des zones rurales, mais qui sont vraiment très très connectées à des entourages urbains. Il y a des zones rurales qui sont vraiment à la montagne, très très éloignées. C'est pas la même chose si on parle de la côte rurale que de la montagne ou des Andes au sud du Pérou,
ou de la zone rurale de l'Amazonie péruvienne. Donc là, c'est vraiment des dynamiques très différentes selon les territoires. Mais si on peut dire deux ou trois idées générales, je dirais que d'abord, il n'y a pas nécessairement une identification très claire des candidats et des partis. Il n'y a pas nécessairement une posture politique partidaire, mais il y a plutôt un lien ou une association avec les candidats, avec la personne, non, avec la personne, et qu'est-ce que la personne représente pour leur intérêt très concret. Donc ça, d'une part, et d'autre part, je pense que les attentes, elles ont à voir avec deux sujets. D'un côté, les nécessités très essentielles, c'est-à-dire par exemple l'eau potable que n'arrive pas à beaucoup d'endroits au Pérou, la connexion avec le marché par exemple, accès aux services très essentiels de l'État qui n'est pas présent dans ce territoire. Ça d'une part, et de notre part, je pense que la population cherche un discours qui leur permet de s'identifier à un référent. Parce que dans les zones rurales, surtout dans les zones plus éloignées de la montagne, il y a une sensation qu'ils ont été abandonnés pendant des décennies par l'État péruvien. Donc il y a une espèce de déconnexion très forte entre les institutions de l'État et les communautés, la population. Il y a une déconnexion très forte avec certains discours de certains candidats qui pensent trop à partir de Lima, de la capitale, et qui ne reflètent pas les intérêts et les peurs et les nécessités, les besoins des populations rurales. Donc ils cherchent plutôt un candidat qui leur parle à eux et qui offre peut-être une reconnaissance et qui ne leur est pas donné pendant beaucoup de temps, que c'est pratiquement un abandon historique. Voilà. Dernière question, comment est issue la situation préélectorale? Alors on voit plusieurs sondages, il n'y en a aucun qui disent la même chose. La seule tendance, si on pourrait dire, c'est qu'il y a au moins 6 candidats dans un mouchoir de poche, que rien n'est joué à une semaine des élections, qu'il y a encore 30% minimum d'indécis qui ne savent pas pour qui voter. La seule chose qu'on peut dire, généralement on nous demande souvent des certitudes, des tendances, alors qui va aller au deuxième tour. Là pour l'instant la seule certitude c'est qu'on ne sait pas grand chose. Comment tu analyses cette situation-là? Alors, je pense qu'il faut dire d'abord que nous on vient d'une crise politique et une crise institutionnelle très forte. Alors, cet scénario n'est pas issu comme ça, du coup, c'est une histoire politique, une histoire institutionnelle qui est marquée par la méfiance, par la corruption. Ça fait déjà beaucoup d'années qu'on a une crise partidaire. Les anciens partis, ou bien ils n'existent plus, ou bien ils ne fonctionnent plus comme des vrais partis avec des bases. Ils sont une espèce de façade qui regroupe certains intérêts économiques et politiques, mais qui répondent à des intérêts particuliers qui sont un peu cachés et même liés à certaines mafias. C'est sérieux, c'est comme ça, je n'exagère pas. Et donc, on vient d'une histoire de fragmentation politique, une crise institutionnelle due à la corruption. Et je pense que les gens, tout simplement, ils ne confient plus à personne, à aucun parti, à aucun candidat, ils ne confient plus dans les institutions. Et il y a une crise de gouvernance, voilà, il y a une crise de gouvernance et il y a une crise du tissu social et institutionnel. Et donc, ce qu'on a maintenant, c'est vraiment 18 candidats et on a 5 ou 6 partis qui sont en train de se disputer
le deuxième tour, non. Donc on a des candidats que sont des personnes qui n'ont aucune trajectoire politique ni partidaire. On a un entrepreneur, un gros homme de business qui est propriétaire de plusieurs entreprises au Pérou. Il est millionnaire. Maintenant, il représente l'extrême droite. Il n'a fait que changer le nom d'un vieux parti qui est lié à des affaires de corruption et des mafias qui sont bien connues. Beaucoup de gens ne savent pas que c'est le même parti, ils ont tout simplement changé le nom. Donc ça, maintenant, il représente un côté très très conservateur, très d'extrême droite. De notre côté, on a la fille du dictateur Fujimori qui est en prison par de graves crimes. Elle-même, Keiko Fujimori, elle a été en prison, elle a des processus parce qu'elle est accusée aussi de corruption. Et après, on a l'alliance de gauche, qui n'est pas vraiment l'ancienne gauche, mais que c'est une alliance de nouveaux mouvements, de petits anciens partis qui se sont reconstitués dans Juntos por el Perú. C'est Verónica Mendoza, la candidate de la gauche. Et voilà, on a aussi quelqu'un qui n'a aucune expérience en gestion, qui ne connaît pas le pays. C'est quelqu'un qui était c'est un jeune qui était un joueur de football d'une équipe assez connue au Pérou. Et dû à sa popularité, il est arrivé à être maire d'un arrondissement à Lima. Et maintenant, parce qu'il vient d'une famille de droite qui a de l'argent, ils ont profité de sa popularité pour le mettre comme candidat à la présidence. Et même si ça paraît incroyable, ce sont ces personnes qui sont en train de disputer le deuxième tour. Mais on a un vote fragmenté, c'est-à-dire aucun de ces candidats a plus de 11%, 12%, 10%, 8%. C'est ce qu'ici on appelle un empate technique. Ça veut dire ils sont dans les marges d'erreur en fait. Dans les marges d'erreur et on ne sait pas vraiment qui va oui. à la tête. Voilà, oui. C'est vraiment la fragmentation, l'incertitude, la peur. Je pense que les gens ils ont beaucoup de peur de voter. Il y a un discours installé très puissant qui il y a un discours très puissant qui vient de la droite et qui essaye lié à la gauche avec le communisme et l'histoire du terrorisme au Pérou. Donc il y a vraiment des gens qui ont beaucoup de peur parce qu'ils pensent que Verónica Mendoza va faire que le Pérou devient une espèce de Venezuela. Voilà, ça c'est le discours que la droite a réussi à mettre en place dans les médias. Donc c'est une élection qui est marquée, caractérisée par ça, par la peur, la méfiance, la corruption, l'incertitude. Et c'est ça un peu le scénario qu'on est en train de vivre maintenant au Pérou, au milieu d'une pandémie. Donc c'est pas facile. Marie Burneo, merci beaucoup. Non, merci à toi, Roman. C'est un plaisir pouvoir transmettre, j'espère, quelques idées sur la situation du Pérou. Voilà, on était avec Marie Burneo qui nous a un peu expliqué la dimension du monde rural dans ces élections et puis surtout l'incertitude qui règne. Bon voilà, écoutez, suivez-nous, n'hésitez pas à nous soutenir pour d'autres reportages, d'autres interviews exclusives et à très bientôt sur les deux rives. Moi je vais trouver un endroit pour me quitter ça parce que j'ai l'impression d'être dans E.T. Au revoir Marie, merci beaucoup. Au revoir, merci.